vous souhaite la bienvenue tout le monde. En fait, il est 17 h sur mon iPad. L'horloge semble avoir une minute de retard. Fait que je souhaite la bienvenue à cette séance régulière du mois de décembre. Donc, on va partir. Vous vous rappelez que nos séances sont enregistrées. Fait qu'on peut. C'est parti déjà. Merveilleux. Fait que j'informe que tout le monde que la séance est effectivement toujours enregistrée, fidèle à nos habitudes. Alors, il y a un projet d'ordre du jour qui était disponible à l'entrée pour l'adoption de cet ordre du jour-là, si quelqu'un est d'accord. M. Gérard Bruno, appuyé par M. Daniel Hull. Le point 3, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 octobre 2025. S'il était conforme, je demande une proposition. M. Hugo-Pierre Bellemare, M. Sébastien Marchand. J'avais du chêne dans la tête, c'est pour ça que je... Ma conjointe, quoi. Ah, ben là, je ne suis pas allé jusque-là. Comment ça? Est-ce que vous acceptez que ce soit fait avec dispense de lecture, le procès-verbal? Oui. Ça vous convient. 2 éléments de suivi par rapport à ce procès-verbal-là. On avait eu une première demande, en fait, pour l'inscription d'un point statutaire dans l'ordre du jour sur inscrire un point sur comité de liaison de tests. Donc, on en a discuté, puis on n'inscrira pas ce point-là d'une façon statutaire à l'ordre du jour. Cependant, s'il y a des rencontres qui sont faites au niveau du comité de liaison, peu importe la personne qui sera déléguée, il y aura un compte-rendu qui sera fait dans la séance qui va suivre à ce moment-là. Fait qu'on ne fera pas de point statutaire, surtout s'il ne se passe rien, parce que honnêtement, je n'ai pas l'impression qu'on va avoir beaucoup de rencontres de ce comité-là, mais je vous assure qu'il y aura un compte-rendu qui sera fait par la suite. Et il y avait une deuxième question sur le rendement de nos fonds, les fonds de développement économique, pour M. Hamelin. Fait que M. Barry peut peut-être nous donner un petit peu les chiffres là-dessus. Très rapidement, juste vous donner les bons chiffres. Là, le rendement moyen de nos portefeuilles est à 6 fait que ça veut dire que nos entreprises payent bien et ça fonctionne bien. Puis le taux de perte qu'on a, il est à 1 Fait que c'est vraiment des très bonnes performances de nos entreprises sur le taux de fonds. On trouvait ça important de souligner aussi. Effectivement. Voilà. C'était les 2 points de suivi qu'on n'avait pas pu répondre lors de la dernière rencontre en tant que telle. Au point 4, la gestion de personnel au point A, l'octroi d'un contrat de service en accompagnement en ressources humaines et relations de travail. En fait, on voudrait se faire accompagner pour différents mandats par le groupe Concilia. René de Montigny, c'est quelqu'un qui connaît très bien notre organisation, connaît très bien la MRC, qui est établi sur le territoire. Il y aurait une banque d'heures à ce moment-là c'est une dizaine d'heures par mois, puis les gros dossiers qui s'en viennent, c'est la négociation de la convention collective qui va être échue au 31 décembre, là, qui s'en vient. On a de l'équité salariale aussi à faire à travers ça. Fait que d'être appuyé d'experts comme ça, c'est toujours intéressant. Puis c'est une banque d'heures qu'on utilise aux besoins seulement. Ça va? Donc, proposé par M. Luc Dostalaire, appuyé par M. Jean-Pierre Bordelot. Au point B, demande de modification d'échelon salarial pour Mme Josée Roy, adjointe administrative pour le service des transports, en fait, qui fait valoir beaucoup plus d'expérience finalement qu'on lui a reconnu lors de l'attribution de son salaire initial. Fait que ce serait de passer de l'échelon 1 à l'échelon 2. Donc, ce qui est une hausse de quel montant? En fait, un échelon, c'est 5 OK. Fait que je pense que là-dessus, c'est une employée qui est versatile parce qu'elle s'occupe autant de l'administration qu'elle est capable de dépanner au niveau des transports, là, son permis de conduire. Fait qu'elle peut prendre un minibus, aller faire des transports. Fait que d'avoir quelqu'un comme ça qui est versatile, c'est une belle force. Puis c'est quelque chose qu'on veut encourager chez nous. Fait que ce qu'on avait discuté à la séance préparatoire, c'est qu'on était d'accord à le reconnaître cet échelon-là. C'est proposé par M. Daniel Hull, appuyé par Mme France Bédard. Au point C, les conditions de travail du personnel cadre pour l'exercice financier 2026. En fait, on s'est questionné à savoir qu'est-ce qu'on inscrivait déjà comme tendance pour la prochaine année. Fait que ce qui avait été discuté, c'est une indexation de 1 donc au niveau du personnel cadre. Fait qu'on est dans des années dans lesquelles il faut faire attention au niveau justement de la rémunération. On a du personnel de qualité, mais il faut quand même être capable de respecter la capacité de payer. Fait que si vous êtes d'accord avec cet élément-là, donc proposé par M. Alain Bouffard, appuyé par M. Luc Dostalaire. Au point D, un congé à traitement différé pour M. Simon Labarre. M. Labarre est au niveau du service d'évaluation de la MRC.
il avait déjà convenu d'un congé à traitement différé. Par contre, il voulait comme déplacer les dates de ce congé-là. Je pense que c'était tout à fait conforme à notre politique. Oui, exactement. Dans le fond, les dates, là, on les déplacerait du 1er janvier 2028 au 31 mars 2028. Auparavant, l'entente avait été faite, si on veut, un mois avant. Donc, il n'y a pas d'enjeu pour nous. Actuellement, M. Labarre est payé à 91% de son salaire pendant 3 ans pour pouvoir bénéficier d'un 3 mois de congé où il va être payé. Autrement dit, il s'accumule cette somme-là pour ce congé-là dans 3 ans. C'est permis par la convention collective, mais on vient juste changer la date en tant que telle du congé. Ça vous va? Proposé par M. Sébastien Marchand, appuyé par M. Christian Gendron. Au point E, demande de congé parental pour Mme Mia Jade Robert, qui va en adoption finalement. Donc, exactement, congé parental qui serait du 30 janvier 2026 au 15 septembre là, 2026. Donc, tout ça est conforme là, à la convention collective. Merveilleux. Proposé par Mme France Bédard, appuyé par M. Hugo-Pierre Bellemare. Et au point F, embauche d'une technicienne et inspectrice en évaluation foncière qui est rendue nécessaire par le fait qu'on a notre technicien en évaluation a eu le poste de coordonnateur du service d'évaluation. Donc, M. Gendron a assisté aux entrevues. Effectivement, on a fait des entrevues, on a rencontré des personnes très intéressantes. Donc, M. Gilbert avait pris la charge là, du département. Donc, il fallait combler le poste et la personne embauchée, ce sera Mme Léonie Roy, qui a quand même une belle expérience dans le privé, puis très dynamique. Donc, elle va pouvoir nous aider là, rapidement là-dedans. Fait qu'on recommence. Parfait. Donc, ça prendra une proposition pour entériner cette embauche-là de Mme Roy, proposée par M. Christian Gendron, appuyée par M. Alain Bouffard. Dans point 5, finances, matériel, équipement et bâtisses, la liste des chèques émis et autres sommes déboursées qui vous a été portée à votre connaissance. Si vous avez des questions sur cette liste-là, ou sinon, ça prendrait une proposition pour accepter le paiement de ces comptes-là qui sont inscrits. M. Gérard Bruno a fait la proposition, appuyé par Mme France Bédard. On est rendu au point B, les prévisions budgétaires 2026 par partie. Donc, on y va. En fait, le budget de la MRC il est divisé en différentes compétences. Fait que donc, si on y va dans le... Oui. Si je peux Ah ben oui, les faits... Juste vous donner les grandes lignes, là, qui pour les journalistes présents, on pourra vous donner le document aussi. Là. Cette année, on a travaillé sur un budget qui va avoir une valeur totale de 7 900 000, j'ai arrondi, vous me permettez. La bonne nouvelle, c'est qu'on a travaillé fort, puis il va y avoir une réduction de la quote-part des municipalités locales au total. Là, ça varie entre municipalités. Mais au total, on parle d'une baisse de 0,31% de la quote-part, qui passe là, de 4 684 000 à 4 673 000 cette année. Fait que, je salue l'effort des élus là, sur ce volet-là. Dans les principales choses qui s'en viennent pour l'année prochaine, il faut noter qu'il y a 4 municipalités où il va y avoir un dépôt de rôle, donc un nouveau rôle d'évaluation. On parle ici de Vatican, Champlain, Saint-Maurice et Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Donc, ces municipalités-là devront supporter le coût pour leur propre rôle. Ce qui est majeur aussi, c'est qu'on investit davantage en transport collectif et adapté. On parle d'une centaine de milliers de dollars de plus là, pour ce service-là, parce qu'on a acquis des autobus, des minibus. Donc, la dette qui est contractée par ça a un effet sur la quote-part. Et ce qui est malheureux dans ce cas-là, c'est qu'on n'a pas encore les subventions disponibles là, qui proviennent du ministère du Transport. On ne sait pas ce qu'on va recevoir, même pour 2025. Noël approche, là. Fait qu'on ces programmes-là ne sont même pas encore sortis pour 2025. C'est ce qui crée un petit peu cette hausse-là, qui pourrait être rattrapée avec des nouveaux programmes. La collecte des déchets, on a une baisse de 15% pour la collecte des déchets. On maîtrise de plus en plus cette spécialité-là. C'est une bonne nouvelle par rapport à ce secteur-là. Puis, je vais rapidement, la NRCIC, une diminution de presque 330 000 de la quote-part par rapport à l'enfouissement. Ça aussi, c'est une très bonne nouvelle. Merci aux gestionnaires de NRCIC.
Ce qui est intéressant aussi cette année, retour d'un fonds d'investissement pour les organismes, les OBNL qui auraient des projets à nous déposer. Donc, on va annoncer bientôt qu'il va y avoir un nouveau fonds pour eux. Et puis, on augmente un petit peu l'aide aussi à nos entreprises là, pour les projets de développement. Fait que ça, je vous fais ça très rapidement, là, mais c'est les grandes lignes du budget cette année qui, je pense, respectent la capacité de payer des citoyens. Mais il y a eu beaucoup de changements au niveau des aides financières du Fonds Région de Ruralité, entre autres. Là. C'est un élément qui est majeur parce que c'est une aide qui nous permettait de financer certains salaires, des salaires de cadre, c'est plus accepté dans les FRR. Les aides financières qu'on pouvait accorder, normalement, on pouvait les accorder à 100 %, maintenant, c'est un maximum de 80 %. Fait que ça vient changer quelque chose au niveau des organismes qui venaient chercher de l'aide financière. Là, entre autres, on parlait au comité de développement social qu'on a rencontré cet après-midi, mais ça vient changer de la réalité. Puis les débourser aussi, la gestion des liquidités va être problématique à l'intérieur de ce fonds-là, parce qu'à la signature du contrat, on va avoir 30 % de versement de l'aide financière totale par le gouvernement, mais le 70 % qui reste, on va l'avoir uniquement qu'après mars 2027. Donc, on va devoir supporter, c'est comme la MRC va devoir faire des chèques aux organismes ou aux différents projets qui vont être déposés, mais on va être remboursé seulement après mars 2027 sur présentation de preuves du déboursé. Fait que, on va devoir supporter comme ça, on vient financer le gouvernement en quelque sorte. C'est quelque chose qui va certainement ressortir à l'Assemblée des préfets, parce que ça n'a pas de sens. Que ce soit les milieux qui financent comme ça le gouvernement du Québec, c'est incroyable. Fait que, mais ça pose un sérieux problème de liquidité parce qu'on parle de quelques millions à supporter comme ça sur, c'est 3 millions, 4 millions? Nous, l'enveloppe totale qu'on reçoit sur 4 ans, c'est 4,1 millions. Donc, on reçoit un 30 % de ce montant-là à la signature qui devrait rentrer sous peu. Mais comme M. Veillette disait, on va recevoir les sommes supplémentaires seulement après la reddition de mars 2027. Donc, il faut tout supporter ça, puis engager ces sommes-là, puis les dépenser, pas juste les engager, vraiment faire les chèques pour pouvoir recevoir les sommes qui vont suivre. C'est sûr que ça peut créer un problème de liquidité, mais bon, on va faire les démarches qu'il faut pour s'assurer que ça se passe. On va sauter le pas lorsqu'on sera rendu à la rivière, mais on le voit venir que ça peut poser un problème à ce moment-là. Fait que ça complète les faits saillants? Oui, parfait. Fait qu'on y va pour les dépenses de la catégorie 1. Les dépenses de la catégorie 1, c'est en fait lié à l'administration générale. On parle des quotes-parts des municipalités, les autres recettes, les autres recettes de sources locales, les transferts gouvernementaux, donc les subventions qu'on reçoit, les affectations du surplus non affecté, puis l'affectation de revenus reportés, notamment pour le programme le projet d'immigration, un total des recettes de 7 250 000 qui se déploient là, avec les dépenses qui sont précisées. Les principaux points, en fait, c'est le transport collectif est là-dedans, l'évaluation foncière, la gestion financière et administrative, la législation, tout ce qui a trait à la rémunération des élus, ça fixe là-dedans. La quote-part à la régie de gestion des matières visuelles, l'ENERSIC, donc pour la compétence 2, l'aménagement du territoire, c'est des montants importants. Il y en a pour un total de 7 250 671. Fait que ça prendrait une résolution pour accepter les dépenses de la catégorie 1. C'est toutes les municipalités, donc M. Luc Gostalaire, appuyé par M. Gérard Bruno. Dans la catégorie 2, c'est la formation prévention incendie. C'est toutes les municipalités, donc c'est les coûts liés avec la formation et la prévention incendie. C'est un montant de 111 773 $. C'est toutes les municipalités qui peuvent voter, sauf Saint-Anne-de-la-Pérade qui a donné sa compétence à la régie de Port-Neuf, d'une certaine façon. Fait que tout le monde qui peut être là. Donc, M. Daniel Houle en fait la proposition. M. Alain Bouffard l'appuie. Dans la catégorie 3, c'est le comité de la sécurité publique qui, lui, doit être inscrit directement, spécifiquement, d'une certaine façon. C'est des quotes-parts des municipalités membres qui viennent combler ces besoins-là pour un montant de 4 428 $. C'est toutes les municipalités, sauf Notre-Dame-du-Mont-Carmel, qui est desservie par le centre de la Mauricie à ce moment-là, qui peuvent voter sur cette... c'est la rémunération des membres du comité pour l'ensemble des réunions de l'année. Quelqu'un a fait l'opposition. Donc, M. Christian Gendron, M. Sébastien Marchand.
On y va à la catégorie 4, c'est celui-là, c'était les... Ah oui, non, c'est pas énergique, c'est pour les municipalités qui adhèrent au projet de réfection de la microcentrale. Donc, c'est toutes les municipalités, sauf les municipalités de Batiscan et de Saint-Maurice. C'est un montant, c'est pour payer normalement les intérêts au niveau de l'emprunt en tant que tel. C'est un montant de 6 840 $ qui est prévu. Voilà, c'est les intérêts sur l'emprunt temporaire qui serait fait, proposé par M. Daniel Hull, appuyé par M. Jean-Pierre Bordelot. La catégorie 5, maintenant, c'est la collecte des ordures. Donc, c'est les quotes-parts des municipalités membres. Donc, c'est ça, c'est 352 000, puis des services rendus pour l'hygiène du milieu de 15 000, puis les différentes dépenses de salaire, d'entretien des véhicules. C'est un budget total de 367 817 $. Fait que c'est toutes les municipalités qui sont membres, sauf Mont-Carmel, je pense, qui n'est pas là. À ce moment-là, qui a encore son service à contrôle. Quelqu'un a fait la proposition? M. Alain Bouffard, appuyé par M. Christian Gendron. Catégorie 6, c'est l'enfouissement sanitaire. Encore une fois, c'est le coût de l'enfouissement. Donc, les quotes-parts des municipalités membres, c'est 270 292 $. C'est les coûts liés directement à l'enfouissement. C'est toutes les municipalités qui peuvent voter sur cette catégorie-là. Quelqu'un a fait la proposition? M. Luc Dostalaire, appuyé par M. Jean-Pierre Bordelot. OK, c'est tout? C'est tout? 5C. Donc, 5C, je vais revenir. Donc, le point C, c'est l'adoption du règlement numéro 2025-155 d'imposition des quotes-parts et autres charges pour l'année 2026. On dit donc qui va payer chacune de ces dépenses de catégorie-là. C'est ce que le règlement permet de faire. Je pense que là-dedans, on a entre autres les dates de paiement qui changent cette année. C'est un élément, là, on se permet... on permet aux municipalités de payer en 6 versements les sommes dues à la MRC. Ça avait été demandé parce que semble-t-il que les liquidités pouvaient poser problème dans les municipalités locales. On va l'essayer pour cette année, mais c'est sûr que ça va peut-être poser un problème de liquidité au niveau de la MRC en tant que tel. On va voir ce que ça donne cette année, mais ça pourrait arriver que l'an prochain, on revienne à un nombre plus bas si c'est difficile. Donc, la gestion des liquidités, parce qu'on se doit ça entre nous d'une certaine façon. Fait que voilà, fait que ça vient préciser un petit peu là, qui paye quoi à l'intérieur des différents éléments de budget. Fait que ça prend quand même une proposition pour adopter ce règlement-là. M. Bruno, appuyé par M. Hugo-Pierre Bellemare. Au point D, la date des séances ordinaires du Conseil pour 2026. Donc, les dates, en décembre, il n'y a pas de séance. Donc, il y a 2 mois dans lesquels il n'y a pas de séance à la MRC, le mois de juillet et le mois de décembre. Mais les dates pour 2026, ce seront le 21 janvier, 18 février, 18 mars, 15 avril, 20 mai, 17 juin, 19 août, 16 septembre, 21 octobre et 25 novembre. Au mois de novembre, on vous rappelle que c'est toujours le quatrième mercredi. C'est prévu comme ça dans la loi. L'obligation d'adopter des prévisions financières le 4e mercredi de novembre. Fait que si ça vous convient, ça prend quand même une résolution pour accepter ce calendrier-là. M. Sébastien Marchand, M. Daniel Hull. Et les rencontres débuteront toujours les mercredis à 17 h, tel qu'on a commencé à le faire. Au point E, c'est les calendriers 2026 pour la collecte des déchets domestiques. Donc, on doit... c'est ça. En fait, on s'est questionné sur la question des fréquences des ramassages, notamment pour les poubelles grises, les poubelles noires. Fait on a eu des discussions à l'effet, est-ce qu'on augmente la fréquence, puis devant les coûts que ça représente, mais aussi devant le fait qu'on sent que de plus en plus, il existe, les gens, je pense, qu'on développe l'habitude de mettre la bonne matière dans le bon bac, et puis ça devient quelque chose de gérable. On sait que l'élément de... Il y a quand même des situations problématiques, notamment pour les jeunes familles, parce qu'il y a entre autres les couches.
ou des personnes aînées qui ont des problèmes qui ont besoin des couches de contention, ça peut emplir une poubelle, puis ça peut créer des odeurs, mais c'est normalement le seul élément. Fait que les gens peuvent faire une deuxième poubelle à ce moment-là, ou une troisième, ils peuvent avoir jusqu'à 4 bacs noirs sans frais supplémentaires. Fait que c'est possible pour les gens d'avoir, il s'agit simplement de faire la demande, puis c'est une façon de régler la situation. On sait que c'est pas idéal, mais je pense qu'il y a de l'économie à faire là-dedans. Moins on enfouit, mieux on est rémunéré d'une certaine façon, plus on est récompensé. Il y a vraiment une tendance à diminuer le nombre de... Puis je pense que ça marche en tant que tel. La quantité de déchets enfouis diminue d'année en année. Il s'agit de développer cette bonne habitude-là d'une certaine façon. Fait que le calendrier, en fait, c'est ça, là, vous le voyez, mais il est disponible municipalité par municipalité. Fait qu'il il est disponible sur le site de la MRC, mais il est disponible certainement de votre municipalité d'une certaine façon. Au point, oui, il faut l'adopter. Ça prend quand même une résolution pour l'adopter. C'est Jean-Pierre Bordelot, appuyé par Mme France Bédard. Au point F, donc le Fonds québécois d'initiative sociale, c'est un projet qui s'appelle Littératie, Numératie et Équité des chances dès la petite enfance. C'est un projet pour lequel la MRC est appelée à jouer un rôle de fiduciaire. C'est un ensemble de partenaires qui gravitent autour, qui, entre autres, on pense à la Maison des familles, des différents organismes communautaires qui veulent intervenir, qui se sont réunis dans une concertation, puis qui ont développé ce projet-là, et ils demandent à la MRC d'être le porteur de ce dossier-là. On sert de boîte à mal là-dedans. Il n'y a pas d'investissement de la part de la MRC à l'intérieur, ni des quotes-parts, ni de rien. C'est 100% du budget qui provient du Fonds québécois d'initiative sociale, puis c'est remis donc, pour les frais de fonctionnement. Fait que ça ne crée pas de dépenses en tant que tel. Fait que ça prend quand même une proposition pour accepter ce projet-là, donc proposé par M. Hugo-Pierre Bellemare, appuyé par M. Gérard Bruno. Au point G, service des transports, l'acquisition d'un minibus adapté. En fait, on était rendu là, je pense, de bouger, entre autres pour la question du transport adapté, donc pour les personnes qui ont une mobilité réduite. C'est un minibus de... c'est ça, c'est qu'on veut renouveler notre flotte des véhicules, mais là, il s'est présenté une occasion intéressante pour une compagnie là, qui travaillait pour un autre territoire, là, la ville de Laval. La ville de Laval a pris la même décision que nous, c'est-à-dire gérer eux-mêmes leur transport. Donc, il y a une disponibilité intéressante de véhicules. Donc, on va acquérir un GMC Savannah 2023 au prix de 95 000 avant les taxes applicables, puis il y a 50 000 km là, au compteur. C'est une bonne acquisition selon nous, parce que ce même type de véhicule adapté sur le marché actuellement, c'est du 190 000 environ que ça vaut. On pense que l'économie est intéressante pour ce type de véhicule-là. Effectivement. Et il va être destiné principalement pour le As des Chenaux, la Sainte-Geneviève de Vatican, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux résidents, clientèle adaptée qui s'en vont là-bas, puis qui vont devoir être transportés vers Saint-Anne-de-la-Pérade pour des plateaux de travail. Donc, ça va être le véhicule parfait pour ce projet-là aussi. C'est gagnant pour tout le monde aussi. Vraiment. Puis un autre élément, un autre avantage qu'on a en faisant l'acquisition de ce type de véhicule-là, c'est le délai de livraison. Parce que normalement, on avait commandé des véhicules, des minibus, puis c'est 6 à 8 mois, je pense. On en a commandé un en mai l'année passée, puis on devrait, si on est chanceux, l'avoir en avril 2026. C'est pour ça que quand l'occasion se présente sur un véhicule pas cher, pas trop usé, puis de l'avoir rapidement, c'est toujours une bonne chose d'être. Effectivement, puis quand on parle du service de transport, les gens qui ont besoin de se transporter, de se déplacer, on ne peut pas jouer trop avec ça. On ne peut pas dire, finalement, on décide de ne pas offrir le service ce matin. Si on a un rendez-vous à l'hôpital, si on a un rendez-vous, si on a des différentes activités à faire, c'est pas pour nécessairement du loisir, c'est beaucoup pour des obligations que les gens ont. Je pense qu'il faut faire preuve d'un petit peu de prévoyance à ce niveau-là. C'est dans cet esprit-là qu'on est allé se donner cette carte-là, parce que quand un autobus brise, on est obligé d'aller en location à la dernière minute et les locataires, les entreprises de location nous attendent d'une façon salée, je vous dirais. On a signé des chèques, des transactions là,
faut payer la location, mais comme on vous dit, on n'a pas le choix. Il faut offrir le transport, les gens attendent après nous le matin. C'est important de le faire. Fait que donc, ça prend une résolution pour l'acquisition du service de transport adapté. M. Christian Gendron, Mme France Bédard. OK, bien, je vois. Oui, c'est correct. C'était correct. Je ne voulais pas vous soutirer un. C'est correct. Ça va? Parfait, parfait. Au point H, dépôt d'une aide financière pour le programme de soutien en saine alimentation, la mesure 2134 du CIUS Mauricie Centre du Québec. En fait, c'est encore un projet pour lequel on est appelé à jouer un rôle de fiduciaire. Ce sont des partenaires qui ont développé l'initiative. Là, je ne pourrais pas vous dire exactement la nature de cette aide, mais ça vient à sécuriser les gens au niveau de la saine alimentation, au niveau du territoire. Fait que, je pense que là-dessus, quand on a un appel de la part de nos organismes communautaires de les aider sur le plan administratif en étant la boîte à mal puis l'organisme qui va produire la reddition de compte, bien, ça devient facilitant pour tout le monde. Fait que ça prendrait quand même. Puis encore une fois, il n'y a pas de frais, il n'y a pas de tarif là, en tant que tel. Ça n'engendre pas de frais pour le fonctionnement de la part de la MRC. Quelqu'un a fait la proposition. M. Bouffard, appuyé par M. Sébastien Marchand. Au point 6, aménagement et développement du territoire dans la conformité des règlements municipaux de la municipalité de Saint-Stanislas, un avis de conformité sur la résolution d'urbanisme pour permettre aux 251 rangs de la rivière Vatican Nord-Est la garde et l'élevage d'un cheval. Peut-être une petite explication là-dessus, M. Blanchette? Absolument. Normalement, la garde de chevaux ou d'animaux de ferme n'est pas permis à l'intérieur des périmètres urbains. Toutefois, à l'intérieur du schéma d'aménagement, on prévoit que ça pourrait être possible pour 2 animaux et moins, là, avoir une petite flexibilité. Puis ce n'était pas permis dans la réglementation de la municipalité de Saint-Stanislas. Donc, le règlement utilisé, le PPC-moi, un projet particulier de construction et d'occupation, viendrait permettre une genre de dérogation à ce sujet-là. C'est conforme à notre réglementation. Ça prend une résolution quand même. M. Hugo Pierre-Bellemare, M. Jean-Pierre Bordelot. Au point B, dans la réglementation des territoires contigus, les documents sont disponibles sur demande. C'est pour la MRC de Portneuf. C'est un projet de règlement modifiant le schéma d'aménagement visant à retirer la vocation commerciale dominante attribuée à une portion de la bande de 120 mètres située à l'ouest de la route de la Pinière sur le territoire de la ville de Pont-Rouge. Ça commence à être loin un petit peu de chez nous, mais on a l'obligation quand même de communiquer ces changements-là au MRC limitrophe. Au point C, désignation des représentants de la MRC des Chenaux sur la table de concertation de la zone de gestion intégrée de l'eau, Vatican-Champlain. Alors, on a une demande là-dessus pour déléguer deux représentants de la MRC. Alors, ce serait donc, on a discuté de cette demande-là, ce serait donc M. Alain Bouffard, maire de Vatican, et M. Sébastien Blanchette, qui seraient les 2 représentants de la MRC sur cette instance-là, si vous êtes toujours d'accord à assumer cette charge. Ça va, quelqu'un en fait la proposition, M. Bruno en fait la proposition, M. Daniel Houle. Au point D, l'adoption du document indiquant la nature des modifications à être apportées à la réglementation d'urbanisme pour le règlement numéro 2024-147A. C'est un règlement de remplacement du règlement 147 qui modifie le schéma d'aménagement et de développement révisé concernant l'identification des aires de protection des lieux de captage des eaux souterraines ainsi que la création de dispositions relatives aux éoliennes. Donc, c'est notre fameux règlement 147A qui a reçu, parce que vous allez voir plus loin dans la correspondance déposée, on a reçu en date du 20 novembre dernier, on a reçu la correspondance de la part de la ministre Guilbeault, la ministre des Affaires municipales, qui dit que le règlement de la MRC, il est conforme. Fait qu'à partir de ça, on doit adopter un document pour dire comment on doit modifier la réglementation municipale. Exactement. C'est notre guide d'instruction aux municipalités sur comment bien intégrer les dispositions dans cette modification-là du schéma. Façon simple de le dire. Fait que donc, c'est la recette que les municipalités doivent suivre et appliquer pour l'application du règlement local. À partir de ce qu'on comprend bien, c'est que pour la suite des choses, à partir de la date du 20 novembre, les municipalités ont 6 mois pour faire la concordance avec 6 mois maximum pour faire la concordance avec le règlement de la MRC. Ça mène donc au 20 mai 2026.
le fait de faire la concordance ne permet pas, en faisant la concordance, ça ne permet pas la construction d'éoliennes. Okay? C'est pas plus permis dans les zones. Ça devient la carte selon laquelle, ça vient préciser la zone des possibles, mais pas la zone qui est permise d'être construite. Okay? Fait que je pense que là-dessus, il faut aussi se rappeler ce que ça peut faire et ce que ça ne peut pas faire, le règlement de la MRC. Fait que donc, si la municipalité de Saint-Narcisse adopte la concordance au règlement de la MRC, on vient dire, bien, on va accepter la carte qui est produite d'une certaine façon avec les distances, à peu près représentatifs avec les cartes, avec les ronds blancs, là, comme on voit d'une certaine façon, mais ça ne permet pas à personne de construire une éolienne. C'est la réglementation d'urbanisme qui permet la modification de la réglementation d'urbanisme qui vient permettre éventuellement de faire ça, mais ça peut être accepté par référendum ou refusé. Fait que ça, il y a une étape subséquente mais je vous le dis, là, lorsque votre municipalité va faire la concordance avec le règlement de la MRC, ça ne permet pas au lendemain, Test Canada ou n'importe quel autre promoteur d'aller demander un permis pour faire une éolienne. S'il y a une demande qui est faite, l'inspecteur de la municipalité dit c'est non conforme, c'est pas permis dans la zone. Rappelez-vous que pour construire un cabanon dans une municipalité, ça prend un permis de construction. Pour construire une éolienne, ça en prend certainement un aussi. Les gens ne peuvent pas dire on s'installe comme ça pour aller implanter une éolienne sur un terrain, n'importe où, ou même dans une zone qui a été identifiée sur une carte, c'est pas plus permis tant que la modification au règlement d'urbanisme n'est pas faite par la municipalité. Ça va? C'est absolument ça. C'est absolument ça. Merveilleux. Donc, ça prend une résolution pour l'adoption du document. M. Gérard Bruno, appuyé par M. Luc Dostalaire. Au point 7, dans les rapports, on a le rapport du directeur général. Est-ce qu'on a des questions sur le rapport du directeur général? Ça vous va? Point B, le représentant d'Énercycle. Quelques petits points. Donc, oui. Juste dire que l'écocentre de Champlain est maintenant fermé le 22 novembre. Réouverture à Saint-Luc le 9 décembre. Une petite ouverture officielle qui sera faite le 9. Entre-temps, il y a quelqu'un à Champlain qui va être là pour rediriger les gens dans les autres écocentres d'Énercycle qui sont ouverts en ce moment. Juste vous parler du tonnage aussi, je trouve ça intéressant. On s'améliore à chaque mois, fait que je vais continuer d'en parler. La participation, entre autres, là, pour la collecte du bac brun est montée à 63% pour la MRC des Chenaux. C'est les meilleures statistiques depuis qu'on collecte le bac en juin 2023. Fait que c'est la meilleure performance. On va souhaiter que ça continue comme ça là, à monter. Je peux dire qu'on est on est la meilleure des MRC, puis on va Shawinigan. C'est beau, ça. On est à la course, on essaie de rattraper Trois-Rivières, mais on est bien placé. Vous avez parlé tantôt là, de baisse, de tonnage, tout ça. Ça me permet juste de dire que depuis qu'on collecte le bac brun, comme je dis, à la moitié de l'année 2023, c'est 65 000 tonnes qui ont été détournées de l'enfouissement dans le fond. Puis si on parlait dans le fond des quantités là, qui sont enfouies, cette année, là, on avait une prévision de 155 000 tonnes. On est environ à 126 cette année. On va être un petit peu en dessous là, du montant qui avait été prévu, probablement justement à cause des bonnes habitudes des gens. Fait que si on fait le calcul, là, si dans une année, on enfouit là, 150 000 tonnes environ, là, on va approcher 75 000 tonnes sur presque 3 ans. C'est assez facile de voir qu'en 6 ans, on sauve une année d'enfouissement, ce qui est très, 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 très important. Puis au niveau du recyclage, c'est un peu la même chose. Au niveau du recyclage, c'est un peu spécial, je vous dirais, parce que les compagnies ont quand même eu des nouvelles normes. Donc on sent, vous le voyez peut-être, pas toujours, mais vous voyez peut-être dans certains emballages qu'il y a certaines choses qui ont commencé à diminuer. Donc vous ne voyez pas s'il y en a moins dans l'emballage du produit que vous achetez. Quand vous le mettez là, à l'enfouissement, ça en fait également un petit peu moins. Et puis, autre chose aussi, là, on parlait encore une fois là,
de baisse de taux du côté de chez Enersic. Je pense que je l'avais dit la dernière fois, mais je vais le répéter encore. Cette année, là, c'est terminé le règlement d'emprunt pour l'achat du site par l'ensemble des municipalités de la Mauricie qui avaient créé la régie à cette époque-là. Donc, ce règlement d'emprunt-là est terminé, ce qui explique là, un peu une baisse au niveau des paiements, mais aussi le fait qu'on est pleinement propriétaire de notre site. Ça serait les points que j'aimerais. Super, merci. Au point suivant, comité culturel, je ne sais pas si Mme Martin... Je peux vous faire un bref résumé, si vous désirez. Avec plaisir. Alors, concernant l'acquisition de d'art, nous avons acquis une œuvre de Mme Nicole Ouellette, artiste peintre de Saint-Prosper de Champlain. Alors, ça a fait l'unanimité au sein du comité. Mme Ouellette qui quitte Saint-Prosper pour se diriger vers un autre lieu. Alors, il y avait un article sur Mme Ouellette dans le bulletin des Chenaux du mois d'octobre. Également, toutes les activités, la grande majorité des activités aux bibliothèques ont été réalisées et ça a super bien été. Pour ce qui est de l'inventaire du patrimoine, c'est en cours, ça suit son cours. Un petit mot pour vous dire que la tournée des arts et terroirs qui a eu lieu en octobre dernier, il y a eu une hausse. C'était un beau succès. Il y a eu une hausse. Les gens ont beaucoup apprécié. C'était super bien. Il y a eu le spectacle de Stéphane Fallu en octobre dernier. Ça a été bien. Et les deux frères, c'était complet. Par contre, je n'ai pas de suivi là-dessus, parce que ça vient juste d'avoir lieu le 21 novembre dernier. C'était effectivement complet. C'était un très bon spectacle. Okay. On a des bons spectacles qui sont présentés chez nous, à l'auditorium, puis on est en proximité avec les artistes. Manquez pas ça. Allez voir ça. Ça vaut vraiment la peine, parce qu'on est collé ces artistes, fait qu'on peut bénéficier vraiment de ces beaux spectacles-là qui sont offerts à un prix qui a bien du sens. On n'est pas loin pour revenir chez nous après le spectacle. Fait que ça vaut vraiment la peine de bénéficier de cette offre culturelle. Merci. Alors moi, ça clôt mon résumé. C'est parfait. Merci beaucoup. Au point D, en fait, on avait le comité de développement du territoire. Il y a un nouveau nom maintenant que ça va s'appeler le comité de vitalité du territoire. C'est en lien avec le nouveau fonds vitalité qu'on a, du fait qu'il y a certaines municipalités sur le territoire qui ont des indices de vitalisation un peu plus bas. Donc, ça donne droit à certaines aides financières particulières, mais donc on va traiter les demandes d'aide financière sur ce comité-là d'une certaine façon. Au point E, comité des ressources humaines, il n'y a rien eu de particulier. On a traité les différents points des ressources humaines dès le départ. Le comité de sécurité incendie, M. Gendron, est-ce qu'on a eu... Oui. Ouvrir, effectivement, la gestion de formation combien, puis matière dangereuse, des incarcérations, il y en a qui sont en cours, il y en a qui sont à venir là-dedans. Il y a eu la préparation des pratiques et les examens à l'École nationale de pompiers pour ceux qui terminaient. On a un stagiaire aussi actuellement pour faire de la prévention. Et il y a eu des rencontres pour la DPJ pour une visite de résidence. Donc là-dessus, on a participé, les gens ont participé au colloque de sécurité civile. Puis le comité de sécurité incendie va se réunir probablement dans le mois de décembre. On devrait avoir la date donc à suivre. Pour ce qui est du volet premier répondant, je vais en profiter. On en a parlé ici. Actuellement, le CIUS, comme j'ai déjà dit, propose une entente aux municipalités pour leur service de premier répondant. Pour ceux qui n'en ont pas, pour en avoir un nouveau, puis pour ceux qui en ont un actuellement. Et pour avoir parlé directement aux personnes au CIUS et aux personnes à la FQM, il y a encore une recommandation de ne pas signer ce document-là. Donc, absolument, parce qu'il y a des choses qui sont vraiment importantes là, pour les municipalités là-dedans. Fait que même s'ils ajoutent un certain montant d'argent, il y a beaucoup de responsabilités vers les municipalités, dont la formation, qui veulent redonner aux municipalités, puis trouvez-vous un formateur. Donc, c'est pas comme ça que ça fonctionnait, c'est pas comme ça qu'on veut que ça fonctionne non plus. Donc, ils ont beau vouloir monter de 30 à 80% les municipalités avec des premiers répondants, et il va falloir qu'ils changent plusieurs choses dans leur projet. Donc, on va attendre. Ceux qui ont déjà des premiers répondants
continue à être en fonction. Là, et pour les nouveaux services, mais chaque municipalité est souveraine. Nous, ce qu'on recommande aux municipalités, c'est attendez. Il y a des choses qui doivent changer, puis on a une rencontre à la LQM bientôt aussi là-dessus. Ouais. On va vous tenir au courant, mais si une municipalité dit « moi, je veux embarquer, je veux signer tout de suite », bien, ils sont souverains, ils peuvent le faire. Mais ce n'est pas la recommandation. Voilà. Excellent. Oui, ça va là-dessus. Comité de sécurité publique, il n'y a pas eu de rencontre? Non, prochaine rencontre le 11 décembre. OK. On va renommer un président ou présidente Du comité de sécurité à ce moment. Parfait. L'autre comité, c'est le comité de la communauté entrepreneuriale et de l'achat local. On a eu l'activité de la soirée Prestige des Chenaux qui a eu lieu le 13 novembre dernier, la semaine passée. Une belle soirée dans laquelle on a pu découvrir des belles entreprises sur notre territoire. C'est intéressant. Puis je pense que les entrepreneurs ont bien reçu le fait de se faire donner une tape dans le dos, même si ce n'était pas un mécanisme de concours dans lequel ils sont les uns contre les autres, on allait sur la formule de nomination. C'est le conseil municipal qui décide d'honorer une entreprise de son territoire. Ça peut être pour différentes raisons, pour de l'investissement, pour l'innovation, pour une relève, pour une participation à la vie communautaire. Fait que chacun est allé vraiment là, à sa couleur, mais les gens, les entrepreneurs reçoivent ça comme un beau cadeau. Puis je pense que c'est important de leur dire qu'on apprécie le travail qu'ils font et l'implication qu'ils ont dans nos communautés. Il y a eu un grand rendez-vous, deuxième grand rendez-vous des employeurs sous un thème qui s'appelait « Développer l'orientation client de votre équipe ». Ça se tenait à la microbrasserie de Presbytère. Il y a 24 personnes qui ont participé à cette formation-là. Donc, un grand rendez-vous des employeurs. Il y a un prochain 5 à 7 de la communauté entrepreneuriale qui va se tenir à l'immeuble multiservice des Chenaux le 11 décembre prochain. Donc, les détails sont à venir. Puis, la campagne d'achat local, je me fais un cadeau 2025. On vous parlait de cette campagne-là qui vise à, en fait, qui est bonifiée. On avait un objectif de 25 000 $ d'investissement de la part des citoyens dans les différentes entreprises. On se rappelle que c'est bonifié de 35 %. Le dollar est bonifié de 35 % par une aide financière de la MRC, de Mme Sonia Lebel puis de la SADC. En 4 jours, le 25 000 $ a été atteint. Fait que c'est un beau succès, puis c'est dans plusieurs entreprises, dans toutes les municipalités de notre territoire. Fait que c'est vraiment très couru comme façon de faire, mais ça permet vraiment d'encourager l'achat local, puis on a des certificats cadeaux qu'on peut aller investir dans nos communautés. Je pense que à l'approche des fêtes, c'est quelque chose de très positif en soi. Le prochain, c'est le comité touristique. Comité touristique, on est essentiellement on est en période plus tranquille dans l'entre-saison. On apprend que la saison du Sacré Circuit est terminée. Il y a un nouveau financement qui va être demandé au niveau des municipalités limitrophes, donc les municipalités de Sainte-Anne-de-la-Pérade, de Batiscan et de Champlain. Et le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap qui est aussi sollicité à l'occasion de ce Sacré Circuit-là. On va voir comment ça va pouvoir se déployer là, en 2026. Et il y a aussi une refonte qui est en train de se faire, des travaux d'amélioration au niveau du bureau d'information touristique de Sainte-Anne-de-la-Pérade qui sont entrepris pendant l'hiver. Pour améliorer l'expérience client, donner un volet plus tactile d'une certaine façon. C'est vraiment les dossiers les plus majeurs. Puis il y a une veille aussi pour s'assurer de la mise à jour des différents bottins des intervenants touristiques à différents égards. Comité du service de transport, il n'y a pas eu de rencontre en tant que tel. Puis énergie communautaire de la Batiscan, peut-être, M. Barry? Oui, on a eu une première rencontre de travail, négociation avec Hydro-Québec vendredi dernier. Donc, ça s'est très bien déroulé. On a présenté notre plan d'affaires, ce qu'on recherche comme financement et tout ça. Ça a été très bien accueilli. Et on s'est donné un calendrier de rencontre avec les représentants d'Hydro-Québec. Donc, la roue est partie pour qu'on puisse en venir à une entente. Donc, ça se passe bien. L'ambiance était bonne, c'était bien reçu. Donc, je m'attends à ce que d'ici au printemps, là, on ait des bonnes nouvelles. On se croise les doigts, puis on espère fort, puis les lampions brûlent chez nous. C'est ça. Excellent.
Pas de... C'est pas... C'est un voisin. C'est une chandelle. Si tu allumes une chandelle, c'est une correct. chandelle, c'est pas un lampion. OK. Ça te va-tu? Oui, ça va. Au point 8, fonds région de ruralité, les enveloppes dédiées, il n'y en a pas. Demande régionale, il n'y en a pas. Mais au point C, l'adoption du cadre d'intervention pour la vitalité du territoire 2025-2028, c'est en lien avec le fonds région de ruralité. C'est vraiment, ça vient préciser, ça fait suite à une journée de travail avec les élus animée par une ressource externe qui nous a fait préciser les différents objectifs. Fait que vous pourrez prendre connaissance de ce cadre d'intervention-là, mais ça va venir nous guider pour savoir qu'est-ce qu'on va soutenir comme type de projet avec notre fonds région de ruralité. On s'est gardé ça quand même assez le plus flexible possible, dans la mesure, dans ce qu'on peut faire, mais les modalités, comme je vous dis, ont changé pour le déboursement, etc. Fait que ça prend quand même une proposition pour l'adoption de ce cadre d'intervention-là. M. Christian Gendron, appuyé par M. Alain Bouffard. En développement économique, au point 9, le dépôt du rapport mensuel du service de développement économique. Donc, ça précise un peu qu'est-ce que les dossiers qui sont travaillés par nos personnes en développement économique, c'est à titre d'information. Dans les appuis demandés de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade, en fait, c'est une situation en lien avec les médecins, les possibles fermetures de la clinique de Sainte-Anne-de-la-Pérade. On apprend qu'ils desservent 4000 résidents de Sainte-Anne, mais aussi de partout dans la MRC, parce que plusieurs qui n'ont pas de médecin qui vont se rencontrer un médecin là. Dans le fond, la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade demande un appui à l'ensemble des municipalités MRC du Québec pour notre résolution demandant au gouvernement du Québec de suspendre la loi 2 et de retourner sur la table de négociation avec les médecins spécialistes. Présentement, l'impact, c'est un risque de fermeture à Sainte-Anne-de-la-Pérade et effectivement en 2026 de notre clinique qui dessert 4000 patients de notre territoire. Mais on a aussi notre GMF qui dessert 20 000 patients, un risque de perdre 50% de ses médecins. Présentement, on a un médecin qui a quitté notre GMF vers l'Ontario, un médecin de notre GMF qui a quitté vers le Nouveau-Brunswick. Il faut freiner ça. On n'est pas une métropole, c'est plus difficile pour nous de garder une rétention de nos médecins, de les attirer. On doit protéger nos milieux ruraux. On demande à tout le monde de nous appuyer. Moi, je pense que là-dessus, c'est unanime de la part. On n'a pas besoin de mettre un proposeur, mais c'est un appui unanime de la part de l'ensemble des membres. Puis j'invite chacune des municipalités à reproduire et à refaire un appui à la municipalité de Sainte-Anne, puis on va les faire suivre à ce moment-là aux autorités. Merci. Je pense que c'est important, effectivement. Dans la correspondance déposée du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, il nous présente le respect des exigences d'admissibilité, de planification des activités de mise en œuvre du plan régional des milieux humides et hydriques. Alors, c'est la liste des obligations qu'on va devoir remplir pour être conforme au niveau de cette aide financière-là qu'on reçoit. Fait que voilà. Au point B du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, donc c'est le partage des revenus sur les redevances sur les ressources naturelles. C'est un montant de 219 311 qui fait l'objet d'un grand calcul. C'est une formule dans laquelle il rentre les codes postaux, puis en tout cas différentes. C'est une blague, mais c'est au fond, ils prennent un paquet de données, on ne sait pas pourquoi ils arrivent à ces chiffres-là, mais c'est une espèce de grand calcul scientifique, comme le gouvernement a réussi à très bien à le faire de temps en temps. Mais ça nous donne un montant de 219 311 $. Au point C de la Cour supérieure du Québec, un jugement dans le dossier de vente d'un immeuble pour le non-paiement des taxes foncières. Peut-être expliquer grosso modo. Très rapidement, c'est qu'il y a eu une vente là, en juin dernier, l'année passée, où un juge est venu invalider la vente parce que c'est un dossier qui était en processus là, avec un syndic. Donc, on n'avait pas été avisé là, de cet élément-là. Donc, ça vient tout simplement annuler la vente, dire que la NRC a fait son travail là-dedans, puis on a remis l'argent à l'adjudicateur qui avait enchéri sur le bien là, en juin dernier. Fait que ça vient régler le dossier. Donc voilà, la décision est rendue et déposée. Voilà. Au point D, donc c'est de la ministre des Affaires municipales, c'est l'avis de conformité du règlement numéro 2025-154 qui modifie le schéma d'aménagement et de développement révisé pour la modification de la limite de l'affectation publique sur le territoire de la municipalité de Batiscan. En fait, c'est une zone tampon
qui est au niveau du site d'enfouissement sanitaire, là, donc lieu d'enfouissement technique. C'est la zone tampon qui est créée à ce moment-là. Fait que ça, c'est correct, comme le ministère des Affaires municipales dit que c'est conforme finalement. Et au point E, comme on le mentionnait, donc c'est la fameuse lettre de la ministre des Affaires municipales pour l'avis de conformité du règlement 147A. Pour votre information, c'est le dépôt mensuel de la conseillère en communication sur les différentes interventions qui sont faites sur la gestion des réseaux sociaux, le support qu'elle apporte aux différents personnels de la MRC ou encore dans nos différentes municipalités. On s'est rendu par la suite à la nomination, donc aux différentes nominations, parce qu'on doit, au niveau de chacune, aux 2 ans finalement, faire la nomination des membres sur les différents comités et dans les différentes fonctions. Fait que ça prendrait quand même une proposition pour nommer M. Patrick Barry comme à titre de secrétaire d'élection. Proposé par Mme France Bénard, appuyé par M. Daniel Hull. Je laisse de la place à M. Barry. Oui, ce que M. Veillette disait est vrai. Dans le fond, les élections du préfet et préfet suppléant ont lieu aux 2 ans. Mais ça, c'était vrai jusqu'à aujourd'hui. La loi a changé et puis maintenant, ce que le code municipal a été amendé, c'est que le terme du préfet est maintenant de 4 ans, donc de la même durée qu'un mandat d'un élu de municipalité locale. Donc, l'élection d'aujourd'hui va être pour un terme de 4 ans. Comment ça fonctionne une élection de préfet? Dans le fond, moi, ce que je vais demander aux élus présents, c'est de proposer une candidature. Donc, je vais prendre en note les candidatures qui sont suggérées. Ensuite de ça, je vais demander aux personnes qui ont été suggérées ce qui ont de l'intérêt, parce qu'on peut être proposé, mais peut-être que ça ne vous intéresse pas. Donc, et coup que je vais avoir fait cette démarche-là, s'il y a plus qu'une candidature, à ce moment-là, il va y avoir un vote secret qui va se passer dans la petite salle juste ici à l'arrière. Puis le dépouillement du vote n'est pas public. Il y a juste une personne qui a accès aux résultats et puis c'est moi comme secrétaire d'élection. Donc, c'est la procédure là, qui est la procédure inscrite au code municipal en tant que tel. Donc, puis juste pour votre information, l'élection du préfet ne demande pas de résolution. Donc, lorsque moi je veux déclarer telle une personne en tant que telle, il va être élu là, pour le mandat de 4 ans. Mais on va quand même faire une résolution pour autoriser cette personne-là à signer pour et au nom de la MRC durant ce mandat-là. Puis, pour ce qui est du préfet suppléant, ça va être la même procédure. La différence, c'est que ça prend une résolution pour l'élection du préfet suppléant. Demandez-moi pas pourquoi. Le code municipal a décidé que c'était comme ça. Donc, je commencerai tout de suite par l'élection du préfet. Donc, préfet ou préfète, excusez-moi, Madame France. Est-ce qu'il y a des élus qui proposent quelqu'un un compère ou un... Je propose Guy Veillette. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Une fois, 2 fois, quand je vais dire 3, on n'a plus le droit de parler. 3 fois, donc une proposition officiellement. Est-ce que M. Veillette, vous avez de l'intérêt à poursuivre pour un mandat de 4 ans? Beaucoup, mais avec plaisir. Puis merci beaucoup de la confiance que vous. Donc, bravo. On passerait maintenant à l'élection du préfet suppléant. Je propose Christian Jardin. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Une fois, 2 fois, à être jugé. Est-ce que M. Gendron, vous avez de l'intérêt pour le poste de préfet suppléant? Ça serait un beau défi. Excellent. Félicitations. Bravo, bravo. Donc, ceci étant dit, je vais juste revenir pour le point 13B. Ça me prendra un proposeur appuyeur pour la résolution pour déléguer M. Veillette là, pour les signatures et tous les représentations. Daniel Hull, appuyé par Luc Gostaver. Puis, même chose pour M. Gendron qui va pouvoir maintenant signer les gros chèques de la MRC. Tant que ça ne sont pas de Sainte-Geneviève, c'est correct. Luc Gostaver et France Bédard.
Donc, je pourrais poursuivre aussi pour la suite. Dans le fond, à chaque 2 ans, en même temps que les élections du préfet et du préfet suppléant, on renomme les maires, mairesses qui siègent sur nos comités officiels à la MRC et aussi sur il y a des organismes externes qui nous demandent de déléguer des élus. C'est la section représentation. Donc, je vais commencer tout de suite par les comités. Vous voyez la liste, là, vous l'avez aussi devant vous. Donc, moi, je vais nommer les personnes qu'on mandate sur ce comité-là, et puis ça va me prendre un proposeur appuyeur pour chacun des comités. Donc, le premier comité, sécurité publique, on aurait M. Daniel Houle et Mme France Bédard. Donc, ça me prendra une proposition. Excuse-moi, non, je suis pas dans le bon. Hugo Pierre Bellemare et Gérard Bruno, les 4. Je recommence. France Bédard, Daniel Houle, Hugo Pierre Bellemare et Gérard Bruno. Propose. Parfait. Appuyé par. Parfait. Ben, est-ce que tu peux continuer d'animer les comités? On peut, pas de problème. La nomination. Je suis en train de prendre le job du préfet. Ah, ouais. Quelques minutes, il n'y a pas de problème. La nomination des membres du comité de sécurité incendie. Oui, c'est incendie. À ce moment-là, donc, il y a des pompiers qui sont là, normalement. C'est M. Pierre Junior Mercier. Il y a M. Daniel Lemoine, qui est directeur du service d'incendie de la municipalité de Saint-Maurice. Puis les autres élus, là, j'ai pas pris en note. En fait, pour les élus qu'on nommerait aujourd'hui, M. Christian Gendron et M. Alain Bouffard. Puis il y a aussi Mme Sandra Turcotte, qui est directrice générale de la municipalité de Saint-Prosper, qui fait partie de ce comité-là. Quelqu'un a fait la proposition? M. Bruno? La nomination des membres du comité de vitalité du territoire. Oui, c'est parce qu'il est encore marqué mon nom, là, vu qu'on a changé. Oui, On va corriger. je vais le corriger. On va corriger sur le projet de procès verbal. D'accord, merci. Voilà. Peut-être juste pour expliquer, étant donné que Sébastien en parle, au début, c'était Sébastien, mais étant donné qu'on veut une grande représentativité, donc on ne voulait pas avoir un maire et le directeur incendie de la même municipalité. Donc, plus de monde, plus de municipalités. Donc, Sébastien avait fait le travail absolument sans problème. Mais M. Bouffard s'est joint, là. Donc, M. Bouffard, il y a le chef de Saint-Maurice, le chef de Champlain et moi pour Saint-Just. Ça va? Le troisième, donc, c'est la nomination des membres du comité de vitalité du territoire. Donc, Mme France Bédard, M. Gérard Bruno, M. Alain Bouffard et M. Guy Veillette. On fait la proposition. M. Sébastien Marchand. J'appuie. M. Luc Dostal à l'appui. Les membres du comité ressources humaines. M. Alain Bouffard et M. Christian Gendron et Mme France Bédard. Ça vous va toujours? Quelqu'un fait la proposition. M. Jean-Pierre Bordelot, appuyé par Mme France Bédard. Ben, on peut pas se... Je pense Ouais, je que M. Luc Dostal, c'est ça. Le prochain, c'est les membres du comité consultatif agricole. On parlait de M. Sébastien Marchand et de M. Daniel Houle. Ça vous convient? M. Gérard Bruno a fait la proposition, appuyé par M. Alain Bouffard. Les membres du comité consultatif culturel, il y avait... M. Jean-Pierre Bordelot et Mme France Bédard. Ça va? Quelqu'un a fait la proposition? M. Christian Gendron, appuyé par M. Sébastien Marchand. Le comité consultatif touristique. M. Hugo-Pierre Bellemare et M. Guy Veillette. Voilà, ça vous convient? M. Bruno le propose. Quelqu'un qui l'appuie? M. Bordelot. Le bureau des délégués. Le bureau des délégués, c'est en lien avec les cours d'eau. C'est un comité qui est formé, mais qui fait une fois par jamais. En 28 ans, je suis allé une fois à une rencontre à Ville de Shawinigan. C'est moi et nécessairement le maire de Saint-Stanislas qui sont là. Par contre, il y a des substituts qui seraient M. Luc Dostalaire et M. Sébastien Marchand. Mais comme on dit, ça ne siège pas souvent. Quelqu'un a fait la proposition? Mme France Bédard, M. Hugo-Pierre Bellemare. Le membre du comité d'investissement commun, donc c'est pour regarder les dossiers de prêt au niveau de la MRC quand on a des demandes de la part des entreprises. C'est normalement moi qui siège sur ce comité-là. J'ai encore l'intérêt à continuer, si vous êtes d'accord. Pour une proposition. M. Gendron, M. Bruno.
La communauté entrepreneuriale des Chenaux, il y avait donc M. Hugo-Pierre Bellemare, moi-même, c'est ça. C'est ici. Alors, je pensais qu'il y en avait d'autres. Parce qu'il y a aussi d'autres représentants de la société civile, des fois, comme la directrice de la SADC, M. Sébastien Morin, directeur général du Carrefour Jeunesse Emploi Trois-Rivières, Merci des Chenaux, qui se joignent à ce comité-là aussi. Fait que si ça vous convient, M. Bellemare, moi-même, ça prend une proposition, s'il vous plaît. Mme Bédard, M. Daniel Hull. Comité d'aménagement du territoire. Vous savez qu'on est dans un exercice important de refonte du schéma d'aménagement. C'est un comité qui va être très actif. Cette année, il y avait donc Mme France Bédard, M. Alain Bouffard, M. Gérard Bruno, M. Sébastien Marchand. Puis M. Daniel Hull aussi qui serait là. Ça vous convient? Oui. Un qui n'est pas nommé, il faudra en faire la proposition, M. Hugo-Pierre Bellemare, M. Luc Dostalaire. Les membres du comité de développement du transport collectif, on parle donc de M. Christian Gendron, de M. Luc Dostalaire, M. Gérard Bruno et de moi-même sur ce comité de transport. M. Alain Bouffard en fait la proposition, M. Sébastien Marchand l'appuie. Les représentants à Énercycle, donc la Régie de gestion des matières résiduelles, ce serait M. Luc Dostalaire qui serait notre représentant de la MRC des Chenaux, qui en fait la proposition. Mme France Bédard fait la proposition, appuyée par M. Christian Gendron. Nomination de représentant au comité de vigilance du lieu d'enfouissement de Champlain. Ce serait M. Alain Bouffard qui siégerait à titre de maire de proximité du site d'enfouissement de Champlain. Ouais. Ça prendrait une résolution pour l'accepter. M. Daniel Hull, appuyé par M. Luc Dostalaire. Comité de développement social, ce serait M. Hugo-Pierre Bellemare, les représentants, et moi-même pour siéger au comité de développement social de la MRC des Chenaux. Si ça vous convient. Quelqu'un a fait la proposition. M. Gendron, appuyé par M. Bruno. Représentant au sein de l'Agence régionale de mise en valeur des forêts privées mauriciennes, ce serait M. Daniel Hull qui représenterait notre région sur ce comité-là. Combien? M. Sébastien Marchand, M. Hugo-Pierre Bellemare. Les représentants à la Société d'aménagement et de mise en valeur du bassin de la rivière Vatican, la SAMBA, ce serait M. Alain Bouffard qui serait notre représentant au sein de cette organisation-là. Ça prend une résolution aussi. M. Luc Dostalaire, M. Jean-Pierre Bordelot. On y va dans les cours d'eau avec la Corporation d'aménagement et de protection de la rivière Sainte-Anne, la CAPSA. Ça, c'est naturellement la municipalité limitrophe, donc Sainte-Anne-de-la-Pérade, M. Hugo-Pierre Bellemare. Ça prend aussi une résolution pour l'accepter. M. Alain Bouffard, appuyé par M. Bruno. On parle aussi de la rivière Saint-Maurice, qui vient longer à Mont-Carmel. C'est M. Luc Dostalaire qui est naturellement concerné par la rivière Saint-Maurice. Ça prend aussi une résolution. M. Hugo-Pierre Bellemare, Mme France Bédard. TGVNet Mauricie, qui est un organisme pour la promotion des fibres optiques, l'utilisation des fibres optiques sur le territoire. C'est moi, normalement, qui siège depuis plusieurs années. J'ai encore l'intérêt à continuer. Si ça vous convient, ça prend une résolution pour me mandater. M. Christian Gendron, M. Daniel Hull. L'unité régionale loisirs et sports de la Mauricie, donc on a un représentant municipal sur cette organisation-là, ça serait Mme France Bédard, donc proposée par M. Luc Dostalaire, appuyée par M. Daniel Hull. On a 3 représentants à la table des élus de la Mauricie. Normalement, c'est le préfet suppléant et le maire de Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Donc, moi-même, M. Christian Gendron et M. Luc Dostalaire qui serions les représentants à la table des élus de la Mauricie. Donc, Mme France Bédard, appuyée par M. Alain Bouffard. On a maintenant 2 représentants à la table de concertation régionale de l'estuaire fluvial. Ce serait donc M. Alain Bouffard et M. Sébastien Marchand, maire des municipalités de Vatican et de Champlain, qui longent le fleuve, donc proposé par M. Daniel Hull, appuyé par M. Christian Gendron. Nomination d'un représentant au plan de développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire de la Mauricie. C'est le PEDAM, c'est moi qui siège, puis j'ai l'intérêt à continuer encore sur cette organisation-là. Ça prend aussi une résolution pour me remandater. M. Sébastien Marchand, appuyé par M. Jean-Pierre Bordelot. Le consortium en développement social de la Mauricie, normalement, c'est moi aussi qui représentais la MRC sur cette organisation-là qui parle de développement social sur l'ensemble du territoire de la Mauricie. Si ça vous convient,
proposé par M. Luc Gostalaire, appuyé par M. Hugo-Pierre Bellemare. Et ça complète les nominations. On serait donc dans les représentations. Autre sujet, il n'y en avait pas. On s'est rendu. Oui. Est-ce que vous permettez juste Oui. une petite intervention, Avec M. le plaisir. Préfet? C'est que c'est la saison des marchés de Noël. Et j'invite les gens à les visiter parce que c'est super intéressant. Il y a de belles choses, des artisans qu'on connaît peut-être pas nécessairement, mais qu'on a tout intérêt à les rencontrer. Alors, il y en a un peu partout. Je vous invite à y assister. Il y en a. Il y en a un à Saint-Prosper, samedi le 29. OK. Il y en a-tu d'autres dans d'autres municipalités? Oui. Le 30 à Vatican. OK, 29 à Saint-Prosper, le 30 à Vatican, ça va 29-30, je te jure. Non, nous, c'est ça. Saint-Maurice en fin de semaine. Bon, bien, merveilleux. C'est bon. On l'a déjà fait à son C'est fait, oui. OK. Mais c'est effectivement, c'est un très bon appel parce qu'il y a des belles choses à découvrir. Il y a plein d'artisans qui font des belles choses sur nos territoires. Fait que c'est intéressant. Yes. On s'est rendu à la période de questions. Oui, on va. Oui, bonjour. Excusez-moi, préfet, mais je dois quitter absolument. Alors, donc, à ce moment-là, je souhaite de joyeuses fêtes à tout le monde, mais je dois aller C'est un engagement personnel. Ben oui. Merci beaucoup. Bonne soirée. Oui, monsieur Martin. La séance du 15 octobre dernier, là, n'est pas encore, on ne peut pas encore la capter sur le site de la MRC. Je ne sais pas ce qui est arrivé. J'ai encore vérifié ce matin. Non, je vais vérifier. On va vérifier ça. C'est peut-être un élément technique. Là. Ça, M. Martin, n'hésitez pas à m'écrire tout de suite. Non, mais moi, je l'ai eu pareil parce que j'ai écrit à Mme Jessica Pelletier chez vous. OK. Puis là, elle m'a envoyé le lien. OK. Parce que on aime ça, revoir les choses une fois. Puis, Parfait, je vais mais vérifier ça. encore ce matin, c'est pas sur le site. Mais n'hésitez pas justement à passer le message à ce moment-là pour qu'on puisse le mettre dans un délai là, rapide. Dis donc, là, vous avez donné un contrat de 40 000 à Alain Côté, consultant, pour toute l'histoire du regroupement du potentiel des municipalités pour se regrouper en cas de... Pas tout à fait ça. C'est l'évaluation des actifs de chacune des municipalités. C'est une étape préalable. Oui, au niveau de l'incendie. C'est effectivement, c'est ça. Puis c'est facturé à chacune des municipalités selon le nombre d'heures qui vont passer là, dans chacune des municipalités. Fait qu'on peut comprendre que les municipalités qui ont moins de matériel, ça va être plus rapide, ça va coûter moins cher que les municipalités qui ont plus de matériel. Par la suite, ça va nous permettre de faire un état de situation, savoir est-ce qu'il y a un débalancement dans ce que les municipalités ont investi dans le service d'incendie. On parle des équipements, mais pas des installations, pas les immobilisations, pas les casernes. C'est pas inclus à l'intérieur, mais c'est les camions, les boyaux, tous les équipements qu'il peut y avoir d'une certaine façon. Puis là, si je comprends bien, M. Gendron, votre intervention, tantôt, vous avez dit on a un peu de mal, on va parler avec la FQM parce que À propos des premiers répondants. à propos des premiers répondants, mais pas des critères de lutte aux incendies. Non, c'est deux dossiers complètement différents. Souvent, les premiers répondants c'est des pompiers, mais c'est vraiment différent, là, c'est pas le combo d'incendie. Pas du tout. Monsieur Veillette, vous dites le comité statutaire de test, je crois pas qu'il va y avoir d'autres rencontres. Qu'est-ce qui vous dit ça? Qu'est-ce qui vous... Feeling. Votre feeling? Simplement feeling, parce qu'on s'est dit, ben, lorsque vous verrez s'il y a de l'opportunité, nous, on ne court pas après la test pour faire des rencontres du comité de liaison. Si eux ont le besoin, parce qu'ils voulaient se servir de nous autres pour entendre un peu, renifler l'odeur de la chape, le pouls de la population, d'une certaine façon. Fait que moi, j'ai aucun indice qui me laisse croire qu'il va y avoir une rencontre à court terme, mais c'est le calendrier eux autres, puis on verra à ce moment-là. Pour l'histoire du fonds Région Ruralité, vous avez dit maintenant, on va l'absorber avant d'être remboursé par Québec. Ça ressemble un petit peu aux années de déficit zéro de Bouchard, il y a en 96, tout ça. Je pense que c'est des mesures que le gouvernement veut faire de l'économie, mais ça n'a pas de sens. Ouais. Ça n'a pas de sens. De faire reposer le poids de ces aides financières-là au MRC en tant que tel, c'est nous autres qui vont devoir
absorber ça. Fait que je trouve que ça n'a pas de sens. On va certainement en discuter la semaine prochaine. Il y a une assemblée des MRC. Ben oui, c'est ça, vous dites réunion des préfets, là. Oui. Puis vous allez peut-être faire une sortie à ce sujet-là. En tout cas, c'est un dossier qui va certainement, dans l'actualité municipale, ça interpelle plein de municipalités et des MRC. OK. Après ça, je pense que j'avais d'autres choses. Excusez. Mais c'est ouais, ça va. Ça va? Merci. Merci beaucoup. Je l'attends. Bonjour, premièrement, félicitations à vous tous pour votre nouveau mandat, soit renouvelé ou récent. Merci. C'est toujours apprécié d'avoir des gens qui s'impliquent socialement. On peut s'impliquer chacun à sa façon. Oui. Voilà. Question complémentaire justement à notre ami le journaliste. Tantôt, il y a eu plein de maires nommés sur plusieurs comités. Je sous-entends facilement que lorsqu'il y a des frais associés à ces comités, c'est la MRC qui défrait tout ça. Est-ce qu'il y en a de même aussi pour le comité de liaison avec TES? Est-ce que c'est la MRC ou c'est TES qui absorbe ces frais? Aucune de ces réponses. Aucune de ces Moi, je suis allé à ma propre charge. Je n'ai pas chargé de frais de déplacement, je n'ai pas chargé rien. Puis quand je me déplace comme ça, ça prend une résolution du conseil pour mandater quelqu'un pour charger les frais de déplacement. Mais non, je n'ai pas chargé aucun frais, puis je n'ai pas l'intention d'en charger non plus. Savez-vous si c'est de même pour l'ensemble des autres personnes qui assistent à ces rencontres-là? J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Donc, vous n'avez pas eu d'informations pour Ben, s'il y a des organismes, je pense à Environnement Mauricie. Il y avait un représentant d'Environnement Mauricie. S'ils viennent à titre de salariés là-dessus, je présume qu'ils doivent avoir des frais de déplacement payés, mais je ne sais pas. Je n'ai pas cette information-là, M. Marron. D'accord, merci. Chamelin. Oui, Armand Blais, c'est mieux. En fait, suite à l'élection, puis les nouveaux conseils qui se sont installés dans les nouveaux, puis les gens aussi qui étaient déjà élus l'année passée, les anciens conseils avaient eu des discussions avec TES Canada. Et puis, je voulais savoir si les conseils les municipalités qui sont touchées par l'implantation du projet de TES, si ces nouveaux conseils municipaux-là ont eu des communications de la part de TES, à savoir s'ils voulaient discuter avec eux autres, avoir des rencontres. J'aimerais ça que les maires répondent par oui ou non s'ils ont eu une communication à cet effet-là. Je peux commencer? Oui. Pour Saint-Narcisse, ils nous ont effectivement envoyé une lettre. Je pense qu'ils l'ont envoyée à toutes les municipalités qui avaient des implantations. Non, pas nécessairement. Donc, ils nous ont envoyé une lettre en nous félicitant d'abord pour notre réélection, puis de nous disant qu'ils pouvaient nous rencontrer. Honnêtement, nous, en ce qui nous concerne, le conseil est demeuré exactement le même. On n'a pas besoin d'avoir de rencontre parce que pour nous, il n'y a pas de nouvelles informations qu'on a à traiter de la part de TES. Mais ça, c'est ce qui nous concerne. Il y a d'autres qui ont... Saint-Stanislas, on a reçu la lettre également. Hier, justement, en caucus, on a réitéré l'intention du conseil actuel de poursuivre la démarche du conseil précédent en se fiant aux résolutions d'avril et de mai dernier qui disaient « pas chez nous ». Donc, on poursuit la même ligne de pensée. On va répondre. Cet après-midi, je compose un texte pour répondre quand même. On va répondre à cette lettre-là, puis on va manifester lorsque je viens. Pour Saint-Luc, on a reçu effectivement la même lettre. On n'a pas donné suite de réponse parce qu'on n'a pas consulté encore les conseillers à cet effet-là. Ça va aller au prochain conseil. D'autres qui n'ont pas reçu en test, on n'a rien reçu. D'autres qui ont reçu les lettres? Saint-Constant, on a effectivement reçu la lettre que moi j'ai partagée avec les membres du conseil. Et puis, je ne pense pas qu'on va donner suite à tout ceci. C'est sûr que moi, j'ai des nouvelles personnes. Ils voulaient prendre le temps de la lettre comme il faut et tout ça. Mais comme on avait déjà statué unanimement que c'était non, ça n'ira pas plus loin. Une dernière question, si vous permettez. Vous avez parlé tantôt là, par rapport qu'il n'y a pas aucune éolienne, le temps où il va y avoir concordance entre les municipalités et la MRC.
il n'y aura pas aucun travaux d'implantation d'une éolienne, mais est-ce qu'il peut y avoir des travaux de forage, savoir de quel type de sol? Est-ce que TIS est en mesure quand même de faire des travaux, disons, préparatoires ou d'exploration? Sans permis? Je ne sais pas. Ça là-dessus. Avec l'accord des propriétaires, je pense qu'il est faisable de faire des travaux exploratoires. OK. Mais ça va se limiter à ça parce qu'ils ne peuvent pas rien mettre en place. OK. Il n'y a rien qui réglemente ça par rapport à la MRC. Par rapport à la MRC, non. Je pense que pour faire des travaux exploratoires, je pense qu'il faut quand même un accord avec la Commission de la protection du territoire agricole du Québec. C'est pas dans la cour de la MRC, mais généralement, même lorsqu'il y a des travaux exploratoires, il faut quand même avoir des organismes. Quand même être en accord avec l'environnement et le territoire agricole. OK. Est-ce que la MRC fait un suivi par rapport à ces permissions-là de la part de l'environnement? On a s'il y en a qui sont demandées, qui sont faites, elles ne sont pas communiquées. Okay. Généralement, lorsqu'il y a des demandes à la protection du territoire agricole, si on le sait, à l'environnement, c'est pas nécessaire. OK, merci. Gilbert, Monsieur Maton vous a félicité pour votre implication sociale. Ben, moi, je voudrais en profiter pour féliciter M. Maton pour son implication sociale. Lui, c'est du bénévolat pur. Donc, Serge, je pense que lors de la période des questions et réponses orales du 4 novembre dernier à l'Assemblée nationale du Québec, la ministre Fréchette a affirmé que son gouvernement était en contact avec les élus des municipalités et MRC visés par le projet TIS Mauricie. Le maire de Sainte-Tech, M. Blouin, s'est publiquement exprimé pour contredire cette affirmation. Madame Fréchette, évidemment, dans son intervention, ne tient pas compte qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale. Vous avez sans doute entendu ces affirmations disant que c'était encore là le projet du siècle et que c'était extraordinaire. Alors, moi, on en profite pour féliciter le maire de Sainte-Tech pour prise de position, mais est-ce qu'un élu de la MRC de Deschenaux compte faire la même chose, prendre publiquement la parole pour contredire l'affirmation de Mme Fréchette, qui dit qu'elle est en constant contact avec la MRC et les élus de la MRC? Bien, de mémoire d'âme, je pense que je l'ai fait auprès de certains médias qui m'avaient communiqué, dont Radio-Canada Mauricie et le Nouvelliste de mémoire. Mais là, je vois vraiment de mémoire. Mais je suis intervenu, puis dans les échanges de prise de position faits par M. Blouin, moi, j'étais sorti en disant qu'on était solidaire de la position de la municipalité de Sainte-Tech puis de la MRC Mekinac, en disant qu'on vit exactement la même chose. Fait que là, je l'ai sorti là. Je n'ai pas fait de communiqué ou de déclaration formelle par rapport à ça, mais j'ai eu des interventions avec certains médias de la région. N'y aurait-il pas lieu de le faire plus officiellement, peut-être, je ne sais pas, à partir d'une publication dans la MRC, parce que souvent on pense que quand on s'adresse aux journalistes et aux médias, moi je réalise en tout cas qu'il n'y a pas grand monde qui lit les médias, traditionnels. Je parle, mettons, du Nouvelliste dans notre cas. Le bulletin, c'est peut-être un peu plus facile parce qu'il est plus accessible, mais y aurait-il pas lieu de faire une publication étant un peu plus officielle au niveau de la MRC, dans le réseau d'information de la MRC? Parce qu'on suit aux médias, mais combien lisent les médias, les conférences de presse de personnes? Honnêtement, j'ai l'impression vraiment que je l'ai déjà fait. Fait que, tu sais, est-ce qu'on a besoin de le réaffirmer? Moi, je ne suis pas certain que ça donne quelque chose de plus. Il n'y en a pas eu de conversation de fait avec les différents médias et tout ça. Le Nouvelliste, du côté de la MRC Deschenaux, le préfet Guy Veillette est lui aussi catégorique. Il n'y a pas eu de discussion avec les élus locaux. Je pense que ça ne valait pas la peine tantôt de nier là, que ça avait été fait, c'est fait. La peine de nier, il n'est pas compris. Bien, j'ai vu beaucoup de gens hocher la tête disant non, M. Veillette n'a pas pris position. Bien, il l'avait fait. Peut-être faire attention quand on... Merci.
Oui, madame? Oui, Joanne Tremblay, Saint-Prosper. Vous avez parlé tantôt que là, le règlement 2024-147A est adopté. Oui. C'est ça. Est-ce que c'est le règlement qu'on retrouve sur le site? Oui. OK. Alors, puis vous avez parlé de 6 mois pour avoir une concordance. Chacune des municipalités va travailler à ce qu'il soit. Puis ensuite, vous avez dit qu'il va y avoir un autre délai pour la réglementation, le changement au niveau... C'est chaque municipalité qui décide à ce moment-là. Une fois que la concordance est faite avec le règlement de la MRC, c'est chaque municipalité qui décide de son échéancier à ce moment-là. Il pourrait décider de dire « Moi, je n'ouvre pas aucune zone. Je ne permets pas la construction d'éoliennes sur mon territoire. » Ils pourraient le faire. Est-ce qu'ils peuvent se faire poursuivre, dans certains cas-là, par des propriétaires qui sont intéressés? La réponse est oui. Est-ce qu'ils vont être poursuivis? Peut-être pas, mais ils peuvent l'être. Puis normalement, une municipalité qui ferait un blocage prohibitif, donc on ne peut pas empêcher un usage sur un territoire. Fait il y a l'obligation de la municipalité d'au moins offrir une zone. C'est là que la municipalité peut se mettre à risque si jamais elle décide de ne pas permettre aucune zone d'implantation. Mettons, dans les municipalités qui actuellement ne sont pas visées pour les éoliennes, il n'y a aucun péril, aucun danger. Saint-Anne-de-Péral, Champlain, bon, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais dans celles qui sont visées, puis que des propriétaires sont intéressés d'accueillir des éoliennes, c'est elles qui pourraient être susceptibles d'être poursuivies éventuellement. Okay. Moi, je voudrais que vous m'expliquiez, quand vous parlez de concordance, est-ce que ça veut dire que la municipalité doit accepter de façon intégrale ou presque le règlement 147A, la hauteur et tout ça? C'est ce qu'on appelle la concordance. Ou si la municipalité peut arriver et dire, ben moi, par exemple, je regardais, puis au niveau des habitations, on considère un chalet comme étant une habitation. On avait déjà parlé de cabane à sucre, vous n'avez pas parlé. Donc, les cabanes à sucre sont exclues. Est-ce que pour être concordant, une municipalité pourrait ajouter les cabanes à sucre? C'est un exemple. Absolument. Dans le fond, la concordance, c'est d'adopter le minimum, ce qui est dans notre règlement de 2024-147A. Si la municipalité décide d'en mettre plus, ça peut être aussi concordant. OK. Donc, ce n'est pas nécessairement au niveau de la réglementation d'urbanisme qui va pouvoir changer ou augmenter. Bien, la réglementation, les normes, les distances, c'est un aspect du règlement qui doit être soumis à la concordance. Tout l'aspect de l'usage, c'est autre chose que nous, à la MRC, on n'a pas touché à travers notre règlement. Mais la concordance peut être modifiée par la municipalité en autant que ça soit plus que... Plus, égal ou plus. OK. Merci. Autre question? M. Baudouin? René Baudouin, Saint-Geneviève de Vatican. D'abord, félicitations à mon maire de cette nouvelle fonction. 3 questions faciles pour lesquelles il s'agit simplement de répondre oui, puis la chose est faite. Je me méfie toujours de ce genre de questions. Il y a un piège. Dans l'ordre du jour, donc, vous avez adopté le document qui indique la nature des modifications et également, dans la lettre de Mme Guilbeault, il est question d'un tableau qui est joint à cette lettre-là. Est-ce que ces 2 documents-là vont être disponibles sur le site web? Ils sont déjà sur le site web. Pas le tableau. Le tableau, je ne le vois pas. Le tableau de Mme Guilbeault, je ne le vois pas. Okay. Et l'autre document qui indique la nature des modifications, je ne l'ai pas vu non plus. Celui-là, non, parce qu'on l'adoptait ce soir, mais le tableau, je l'ai vérifié. Le tableau n'est pas joint à la lettre. La lettre est toute seule là-dedans. Donc, oui. Oui. Un premier oui, voyez-vous comment ça fait là. Bon. Deuxième question qui demande un petit oui facile ici, au sujet du dépotoir, du site là, de l'écocentre. Ça fait déjà quelques fois que j'en parle, puis je vais continuer à en parler. C'est épouvantable, des camions
la circulation qui se fait, moi je passe là tous les jours, hein. Puis à tous les jours, là, ben pas à tous les jours, mais assez régulièrement, puis encore la semaine dernière, un peu plus, puis je prenais le champ encore, parce que la vanne, elle s'en vient en plein milieu de la route. Alors là, donc elle quitte la voie de desserte, là, le long de l'autoroute, puis là, elle s'en vient pour aller prendre le viaduc, pour ensuite s'en aller jusqu'à l'éco-centre. Et là, c'est la courbe. Là, ils s'en vont en plein milieu de la courbe. Là. Ou encore, là, tu montes sur le viaduc, puis là, tu as la vanne qui s'en vient de l'éco-centre et qui, elle, s'en vient encore en plein milieu de la route, qui fait qu'on ne la voit pas parce qu'on est en train de faire ça. Là, je ne sais pas quoi faire. On va mettre des clous à... Non, mais il faut vraiment pouvoir le répéter encore une mauvaise de fois. C'est plate, mais il va falloir le répéter. Et également, pour la municipalité, je pense que c'est du côté de Batiscan, mais peut-être aussi du côté de Sainte-Geneviève, c'est que l'accotement, il manque de gravier là-dedans. Là. Moi, je suis tombé là-dedans avec mon char là, pour essayer d'éviter la vanne. Bon, heureusement, j'ai gardé le contrôle, mais là, il faudrait pouvoir remplir ça au plus tôt. Je pense que c'est chez vous. Ça me prendrait que ça soit chez nous, ça. Avec un autre petit oui qui viendrait de M. Verstaller je pense que peut-être un commentaire sur ce genre de questions-là, sur le rehaussement d'un accotement, ça relève d'une municipalité, fait que je vous inviterai à emmener ces questions-là directement au bureau municipal. Directement, mais ce qui a trait à la circulation routière, je pense qu'on peut peut-être passer le message à la Sûreté du Québec, de peut-être assurer une vigilance, parce que s'il y a des conducteurs de camions qui ont des comportements inappropriés, ben, de peut-être les rappeler à l'ordre et que le mot se passe. Parce que je vous dirais, là, certainement, là, c'est 2-3 fois que j'en parle au conseil à Sainte-Geneviève ou ici, là, je suis trop, là, mais alors, bon, donc, deuxième oui. Hein? Je peux intervenir? Oui. Effectivement, on avait une problématique de vitesse quand ils ont sorti la glaise du site d'enfouissement, qui passait dans le village Champlain, de chez vous, entre autres. Aussitôt qu'on a eu des téléphones là-dessus, je suis allé personnellement rencontrer les gens de Matrec là-bas. Et le mot s'est passé, là, dans la même journée, on voyait plus de camions passer, ils ont tous passé par l'autre bord, et la vitesse a modéré. Donc, peut-être sensibiliser Matrec je pense que Luc a des bonnes connexions pour sensibiliser les camionneurs, dire, regarde, il va y avoir des policiers ou les contrôleurs quand ils vont pouvoir aller sur la route, là. Mais parce que c'est pas le problème de vitesse, c'est le problème d'empiéter sur la voie opposée. Ouais. Ce qui fait qu'à un moment donné, là, ça passe avec nos chars. Je pense qu'on veut passer le message à la Sûreté du Québec qui aille assurer une vigilance là-dessus. Et une troisième petite question facile qui va supposer un oui également. C'est la paix. On y prépare. Je vous le dis, je le connais. Le gouvernement, comme vous le savez, le gouvernement a suspendu 2 programmes de subvention pour le patrimoine religieux, l'un sur la restauration du patrimoine religieux et l'autre sur la requalification du patrimoine religieux. On a des enjeux dans notre municipalité. Là, je mets mon chapeau de président des 2 conseils de fabrique. Donc, on a des enjeux sur notre territoire. Il y a des enjeux aussi, je pense, à Champlain particulièrement. Là, il y a toute la question de Saint-Prosper qui s'annonce également et d'autres. Donc, le gouvernement a suspendu ces 2 programmes de subvention-là. On ne sait pas à quel moment ça va être mis. Ce qu'on entend par le comité national qui s'est créé, ça ne sera certainement pas l'an prochain que ce programme-là va être établi. Il y a certaines municipalités et certaines MRC qui ont adopté des résolutions pour demander au gouvernement de remettre ces programmes de subvention-là sur la table parce que c'est non seulement les fabriques qui en sont pénalisées, mais c'est également les municipalités qui sont propriétaires d'éléments de patrimoine religieux. J'ai souhaité en septembre que cette résolution-là soit adoptée par le Conseil ici. Je refais la demande que cette résolution-là puisse être adoptée, entre autres d'appuyer la MRC de Drummondville et des autres MRC qui ont adopté des résolutions pour dire au gouvernement, là, ce programme de subvention-là, on a besoin. Parce que ça a des enjeux sur l'avenir du patrimoine religieux, sinon on est obligé de mettre des panneaux de plywood, des choses aussi, puis de les fermer,
nos vieilles églises. Fait que, ici aussi, ma question c'est, allez-vous l'adopter? Puis là, vous allez me répondre oui à la prochaine Assemblée. Ben, si on peut avoir le texte de cette résolution-là, ça serait toujours, on pourrait l'apporter à l'attention des membres du Conseil, puis on regardera ça pour la prochaine Assemblée. OK. D'accord, merci. Merci. D'autres questions? De retour. Une dernière question? C'est la dernière. Madame Tremblay a parlé du schéma de concordance tantôt, puis Monsieur le préfet, vous avez dit chaque municipalité décide de son échéancier. Il y a une date maximum. Chaque municipalité décide de son échéancier. Non, regarde bien. Les municipalités ont 6 mois pour faire la concordance entre le règlement MRC et le règlement municipal. À partir du 20 novembre? Oui. Par la suite, chaque municipalité décide de l'échéancier qu'elle se donne pour décider s'ils ouvrent une zone ou pas. Oui. C'est là que la balle revient dans le camp de chacune des municipalités. Fait que donc, parce qu'une municipalité pourrait dire, ben moi je prends juste 3 mois pour faire la concordance, puis je rouvre une zone par la suite, je veux régler le problème. Je veux régler la situation, ils peuvent le faire. Ils ont un délai maximum de 6 mois. Ce n'est pas un minimum, c'est pas fixé dans la loi. C'est un maximum de 6 mois pour faire la concordance avec le règlement MRC. On n'a pas plus le droit de construire des éoliennes à ce moment-là. Je le répète parce que c'est ça. Là. À partir de là, si la municipalité dit, ben moi, je gèle ça là, il n'y a aucune construction d'éoliennes qui peut se faire. Il n'y a aucune qui peut se faire. Tu ne peux pas émettre un permis de construction si la zone ne le permet pas. Si tu décides de dire, ben j'entreprends ou je propose une zone pour finaliser ce dossier-là, ou peu importe, la stratégie de chacune des municipalités, ça les regarde, mais c'est là que l'échéancier devient variable pour chacune des municipalités. Je sais que le RCI de Mekinac, c'est différent du schéma d'aménagement de Définit. Mais là, j'aimerais comprendre, quelqu'un pourra m'expliquer, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ce qui s'est passé à Saint-Tite hier, c'est intéressant. Okay? Les autres, le nouveau conseil municipal a abordé la question des éoliennes avec 12 considérants, dont par exemple des normes de la CNESST, qui n'étaient pas incluses dans leur schéma, dans le RCI. Avec ces 12 considérants-là, ils ont terminé leur allocution en disant « La ville de Saint-Tite suspend tout permis de construction d'éoliennes et de transport électrique sur le territoire de la municipalité de Saint-Tite. » Est-ce que ce type d'intervention-là, compte tenu, entre autres, de certaines normes de la Commission de la santé et sécurité au travail, n'avait pas été abordées dans leur schéma, dans le RCI, est-ce que ça pourrait nous arriver aussi, ce type de position-là? Non. Parce que le RCI de la MRC Mekinac, à ma connaissance, puis là, je ne suis pas un spécialiste du RCI, là, je me suis plus concentré à comprendre notre réglementation en place. Le RCI, lui, actuellement, là, il permet à l'entreprise de déposer des demandes dans la MRC Mekinac. Ce que la ville de Saint-Tite a fait, c'est dire, moi, je suspends le fait de devoir émettre un permis. Parce que quand le règlement le permet, la municipalité a l'obligation d'émettre le permis. Sous certaines conditions, mais elle a l'obligation de le permettre. Nous, ça ne peut pas se faire parce que ce n'est pas permis. On ne peut pas émettre de permis actuellement, ce n'est pas conforme. Fait qu'on ne peut pas suspendre quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire déjà. Oui. Comprenez? Oui, tout à fait. Mais en tout cas, je pense que le débat est intéressant parce que il y a dans leurs 12 considérants des choses que moi, je n'ai jamais entendu parler ici dans le schéma d'aménagement, entre autres des normes au niveau de la sécurité avec la Commission de la santé et sécurité au travail. Puis aussi avec des normes qui sont prescrites par les fabricants d'éoliennes, comme quoi une éolienne en arche ne peut pas être, comment je peux dire, il ne peut pas y avoir de personnes qui circulent ou qui travaillent avec une certaine distance d'une éolienne en arche. C'est toutes des choses que j'avais jamais entendu parler. Fait que, en tout cas, pour le bénéfice de tous, je vous invite à consulter le procès-verbal vidéo de la municipalité de Saint-Tite parce que ça amène un éclairage nouveau d'éléments que moi, j'avais jamais entendu parler ici dans le schéma d'aménagement. Okay. Tu sais, je n'ai pas saisi encore tout, là, mais ça mérite pour beaucoup de monde ici de peut-être prendre connaissance de ça. Mais peut-être que c'est. Puis là, Sébastien va
Mais je pense que là où ça pourrait peut-être être utile de prendre connaissance de ces considérants-là, c'est à l'échelle de chacune des municipalités. Quand on fait l'analyse puis l'ouverture des zones, on peut dire, bien, on tient compte de certains usages conditionnels, entre autres. Ça, c'est... Non? Oui, absolument. Il faut dire aussi que, j'ai pas pris connaissance du Code Saint-Tite, mais la santé et sécurité au travail, c'est quand même une loi en soi. C'est pas... la modification du schéma d'aménagement qui ont été adoptés ne vient pas invalider d'autres lois. Fait que la MRC a travaillé avec son carré de sable, les compétences qu'elle a. Je pense que la santé et sécurité au travail, c'est pas... C'est pas une compétence de la MRC, c'est une compétence de la CNSST. Oui, mais en tout cas, on ne peut pas éterniser le débat, mais c'est quand même curieux que c'est des normes québécoises, la Commission de santé et sécurité du travail. C'est comme si les promoteurs actuels n'ont aucune idée de ce que sont les normes de la Commission de la santé et sécurité au travail. C'est un peu surprenant. Honnêtement, je vous invite à prendre connaissance. C'est vraiment intéressant. Les 12 considérants portent à réflexion sérieusement. Parfait, merci. Je vais vous permettre une petite question pour venir à vos éoliennes. C'est en rapport avec NRC, que M. Destaler, vous avez mentionné tantôt qu'on emplissait sur le site de 126 000 tonnes sur 150 000. C'est ça? Oui. Okay. Sur les sites? Sur les sites, OK. Sur les sites. OK, parfait. Je croyais qu'on parlait du site de Champlain. Non. Uniquement. Non, c'est ça. OK, parfait. C'est l'emplissement total d'NRC. D'NRC sur l'ensemble des deux sites finalement. OK, parfait. Parce qu'on avait parlé dans le passé que ça prenait 150 000 tonnes à enfouir à Champlain pour que ce soit rentable pour Matret, si ma mémoire est bonne. En bout de 150 000, ça ne l'était pas. Et c'est pour ça qu'on a fait des déchets d'ailleurs. La quantité de Matret, là, c'est ça, je pensais que 150 000, c'était uniquement parfait. Ça répond à la question. C'était la dernière question, fait qu'on a même étiré un petit peu. Fait que M. Martin, si jamais on peut vous répondre. Ça ne sera pas long. Parce que je n'ai pas compris ce que vous dites avec l'histoire d'ouvrir des zones. Je pourrais vous répondre à ce moment-là. On va vous faire des démonstrations vraiment précises à ce moment-là. Il n'y a pas de problème. Écoutez, c'est ça parce que regardez les cartes qui ont été produites par la MRC, il y a des zones blanches. Chaque municipalité doit avoir un choix à faire. Si elles veulent se conformer à la loi, éviter des poursuites, elles doivent offrir au minimum une zone à un promoteur pour une construction d'éoliennes. On ne sait pas s'il y a des éoliennes qui sont prévues dans cette zone-là et on n'en a pas tenu compte. Nous, c'est cet espace-là qui peut être disponible d'une certaine façon. Fait que ça, la municipalité qui veut être sûre d'être correcte sur le plan légal, puis pas attaquable, bien c'est ça. Elle doit dire, bien, moi, OK, je permets de la construction d'éoliennes. Parce que les gens peuvent demander un référendum, battre le référendum, battre le règlement, là, ça devient non attaquable. Ça devient non attaquable. Fait que c'est cette démarche-là que les municipalités locales ont à faire. Merci. Cet aspect-là, je n'avais pas saisi. OK. Il me semble qu'on n'a jamais parlé de ça. Bien, à chaque fois. Oui. Zone, puis les gens qui vont voter, c'est les gens de la zone et des zones contiguës. Oui, ça, je suis d'accord. C'est toujours la même chose, M. Régent, qu'on dit. Puis, on pourra l'illustrer, puis vous viendrez voir les cartes. Bien, on va vous montrer ça sur les cartes. Je vais vous le montrer dans un exemple très, très concret qui touche la municipalité de Saint-Narcisse. Pour éviter d'être poursuivi. Exactement ça. En allant dire non de par ces éléments légaux-là, de par un référendum approbatif, il y a ça une force légale qui n'est pas contestable. C'est ça qui est l'avantage. Un référendum, un sondage, une opinion, une lettre, une résolution, c'est attaquable. C'est attaquable. Ça n'a pas de force légale. C'est toujours ça que... C'est la position qu'au niveau de la municipalité de Saint-Narcisse, on a toujours eue, c'est de dire, tant qu'il faut faire un geste, on ne fera pas déplacer les gens 2-3 fois, ils viendront, ils demanderont un référendum, il y aura un référendum, puis ils viendront dire non aux éoliennes, puis ce sera correct. Ce sera correct, il n'y a pas de problème, mais ce ne sera pas attaquable. Puis surtout, on ne réouvrira pas ce dossier-là dans 2 ans, dans 3 ans. C'est aussi ça que ça nous permet. Un complément rapide, Atania, autant par le promoteur que par le propriétaire derrière.
pour la municipalité. Exact? Comment, excuse? Autant par le promoteur que pour le propriétaire terrien, propriétaire du lot, pour la municipalité. C'est ça. Au choix de chaque municipalité. Là. La MRC, c'est terminé. Après, là, ça s'en va dans les municipalités. Voilà. S'il y en a qui veulent pas en ouvrir des zones, il y en ouvre pas. Chacun va décider qu'est-ce qu'il fait chez eux à partir de demain matin. C'était ma question qui est très, très courte. De la façon dont vous parlez, chaque municipalité s'en va avec son petit bonheur pour faire sa réglementation. Oui. Mais est-ce qu'il va y avoir un comité pour en discuter? Est-ce que les municipalités vont être accompagnées? Parce qu'on sait que c'est très technique, c'est contesté, il y a plein de points à vérifier. Est-ce qu'il va y avoir de l'accompagnement pour les municipalités? En un sens, ce qui a été adopté aujourd'hui, le document indiquant la nature des modifications, c'est un document d'accompagnement sur la concordance municipale. Donc, il y a cette partie-là où la MRC va indiquer aux municipalités comment le faire, quelle partie du règlement prendre en compte, de quelle façon, afin que ça soit au minimum concordant pour cette partie-là. C'est tout. Je vais vous dire là, que la MRC des Chenaux, pour valider que le processus qu'on a mis en place était solide et était étanche, puis c'était le bon processus, on a demandé un avis légal à nos avocats. La municipalité de Saint-Narcisse, pour s'en assurer, parce que moi, ça fait 2 ans que je répète exactement la même chose à tout le monde, pour s'en assurer, la municipalité de Saint-Narcisse, on a demandé un avis légal à une autre firme d'avocats. On va pouvoir comparer les deux avis légaux, et si 2 firmes d'avocats spécialisées en droit municipal au Québec arrivent aux mêmes conclusions que le processus qu'on a mis en place, c'est le bon processus, qu'il est étanche, bien, on va continuer avec ça. On n'a pas de raison de croire qu'on fait les choses puis on fait une double vérification. Ça va coûter quelques milliers de dollars, là, cette vérification-là, mais on ne veut pas se faire avoir parce qu'à un moment donné, quelqu'un au niveau d'un congrès m'a créé un doute par une question, par une intervention au congrès de la Fédération québécoise des municipalités. Puis là, je me disais, on peut-tu avoir échappé des pans? Fait qu'on a posé des questions pour valider si ce qu'on avait fait comme démarche, c'était solide. On a un avis légal ici à la MRC qui vient confirmer. Là, j'en attends 2e. Fait que 2 avis légaux, puis ils ne se sont pas parlé, parce que des fois, tu peux prendre l'avis légal d'un, tu dis à l'autre, regarde donc ça. Puis c'est pas ça qu'on a fait. Ils sont partis d'une page blanche dans les 2 cas. Fait que là, on va pouvoir comparer puis savoir exactement qu'est-ce qu'il y en a. Puis est-ce qu'ils vont être publics, les avis légaux? Ils appartiennent aux municipalités. Honnêtement, je ne sais pas si on va les rendre publics, là, parce que c'est un avis légal, mais ça vient confirmer que la démarche qu'on a accomplie, la façon de faire les choses, elle est correcte. Elle est correcte. Elle va permettre aux gens de dire non au projet, puis que ce soit solide. Que ce soit solide comme verdict. OK. Ça va? Oui, merci. Merci beaucoup. Alors, ça complète la période de questions. On a même étiré un petit peu. Fait que je vous remercie tout le monde de votre participation. Ça prend Pas de rencontre en décembre. Comment? Oui, il n'y a pas de rencontre au mois de décembre. Fait qu'on se revoit la 3e fin de semaine, le 3e mercredi de janvier. Fait que ça prend une proposition de la Ligue de l'Assemblée, M. Luc Dostalaire, appuyé par M. Alain Bouffard. Merci, joyeuse fête tout le monde.